Yazid Chir, entrepreneur, président fondateur de l'association Nos quartiers ont des talents, et Renaud Pilat du service politique de LCI. Bonjour, bonjour à vous trois. On va parler du rapport Borloo dans un instant. D'abord le diagnostic. L'ancien ministre de la Ville dans les colonnes du Monde dénonce un scandale absolu, fustigeant une situation où tout se dégrade sournoisement. Est-ce que vous partagez ce constat, Rost ? Oui, alors après, j'aime bien le titre 48 milliards, ça va effrayer encore une partie de la France, à qui on fait croire d'ailleurs que dans les banlieues, on a déversé des milliards et que rien ne change, mais bon. Non, mais de toute façon, en plus, aucun chiffre n'est... Ouais. Ça, c'est le vœu de Jean-Louis Borloo. Hein. Absolument. Rien n'est encore annoncé du côté du gouvernement. Non, mais rien n'est chiffré sur ce rapport. Mais moi, je comprends. D'ailleurs, même les conditions dans lesquelles les choses se sont faites et sont assez particulières, je pense qu'on y reviendra, mais oui, je comprends son inquiétude. Ouais, moins de services publics, moins de crèches, moins d'équipements sportifs, moins d'argent, moins d'accès à la culture, moins de policiers, moins de profs expérimentés en banlieue. Vous êtes vous aussi d'accord avec ce constat? Aujourd'hui, c'est effectivement... Il y a un scandale. On peut pas parler de scandale, on peut parler simplement de moyens qui sont moindres par rapport en fait à la moyenne nationale. Ce qu'il faut mettre en avant, c'est que dans les quartiers, dans les banlieues, il y a aussi des pépites, il y a aussi des jeunes qui veulent s'en sortir. Ils représentent le plus gros pourcentage de la population, c'est ceux-là qu'il faut aider pour faire en sorte que les autres, en fait, également s'inspirent de ces jeunes. Donc il faut réellement relancer les choses avec un véritable plan qui donne de l'espoir à toute la jeunesse, puisque c'est eux notre avenir. Renaud ? Oui, Jean-Louis Borloo connaît très bien ces sujets. Hein. C'est lui qui, 2004, met en place un plan politique de la ville. Et c'est vrai que moi, ce qui me frappe, c'est quand même ce qu'on a vécu en 2005. On a l'impression qu'on a oublié. Mais en 2005, il y a eu en France 35 jours d'émeutes. Il y a eu le premier état d'urgence depuis la guerre d'Algérie dans tout un tas de quartiers. Et donc 35 jours d'émeutes, ça aurait dû mobiliser complètement les gouvernements successifs. Ça n'a pas été le cas. Et on a aujourd'hui une situation, et c'est ce que décrit Jean-Louis Borloo dans son interview, une situation qui n'a pas changé et qui, dans certains quartiers, s'est dégradée par rapport à 2005. Ça fait 13 ans. Donc oui, la situation est extrêmement alarmante. Ouais, la situation est explosive, Rost ? Alors, je la sens moins explosive qu'en 2005 sur le terrain, mais il y a des urgences qui doivent impérativement, auxquelles on doit vraiment s'attaquer. Alors, juste une petite correction sémantique, c'est pas d'émeute, il s'agissait d'une révolte. Et d'ailleurs, la conclusion du rapport des RG, à l'époque, concluait qu'il s'agissait d'une révolte sociale et non des émeutes. Parce que quand on parle d'émeutes, ce sont des gens qui cassent, et c'est ce qu'on avait entendu sur beaucoup de médias. C'est une des raisons, d'ailleurs, moi, pour lesquelles, à l'époque, je suis parti en dehors de la musique pour m'engager sur le terrain. C'est parce que j'en avais marre d'entendre des gens nous dire, parler à notre place et qui ne connaissaient pas ce qu'on vivait, qui n'étaient pas capables d'emmener les solutions. On s'en souvient, il y a eu émeute, on peut jouer sur les mots, émeute, révolte sociale, effectivement, mais il y a eu de la casse et il y a eu des affrontements entre la police et... On va en reparler dans un instant. Les états généraux de la politique de la ville se tiennent aujourd'hui dans le 19e arrondissement de Paris. On va rejoindre Lucas Ajdela. Vous êtes aux côtés de Catherine Arnoux, maire LR de Chanteloup-les-Vignes. Oui, effectivement, Catherine Arnoux, qui est, comme plusieurs dizaines d'élus des quartiers, présente ici pour ces états généraux de la politique de la ville. Vous avez lu ce rapport Borloo, du moins vous avez peut-être pu le survoler. Est-ce que c'est vraiment le rapport de la dernière chance, comme le présentent beaucoup d'élus des quartiers? Alors, c'est le rapport qu'il nous fallait en ce moment. Dire que c'est de la dernière chance, ça donne une idée qu'après on meurt. Mais ça fait quelque temps déjà qu'on est en train d'agoniser. Oui, c'est, je pense, une nouvelle façon de regarder la politique de la ville que ça peut être, en tout cas, ça peut être le renouveau si tout le monde s'en empare, en tout cas le président de la République. Jean-Louis Borloo dit que la situation est proche de celle qui était dans les quartiers en 2005, au moment des émeutes, si on ne fait rien. Est-ce que c'est votre avis également? Il y a des situations qui sont plus graves. Il y a des territoires qui vont mieux, parce qu'ils ont été largement impliqués par la rénovation urbaine, et il y a des habitants qui vont plus mal. Et ça, c'est plus grave. Parce que quand nos
quartiers étaient tout à fait désespérés. On se disait qu'en redonnant un coup de boost, comme a été le plan de renouvellement urbain numéro 1, tout allait changer. On a changé certains quartiers qui ont vraiment changé et des habitants qui vont plus mal. Et on en parlait là, des témoignages d'habitants le disent bien. Pourquoi? Parce que nos quartiers, très régulièrement, continuent à accueillir les plus précaires d'entre les précaires et on recommence toujours à zéro cette grande aide à la marche supérieure. Alors, le rapport devait être remis initialement au président de la République. Il a finalement été remis au Premier ministre. Est-ce que c'est un mauvais signe? Alors nous espérions effectivement qu'il allait être remis au président de la République, qui a une actualité internationale un petit peu dense. Il faut de toute façon que le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement se l'approprient, puisque ça n'est pas que le fait d'un ministre, c'est le fait d'un certain nombre d'actions publiques. Donc c'est un certain nombre de ministres qui devront porter ce plan de bataille. Sinon, de toute façon, ça n'avancera pas. Vous attendez quoi désormais du président de la République? Qu'il reprenne intégralement ce plan ou une partie seulement? Alors dans un monde idéal, oui, mais je ne crois plus à ce monde idéal. Je pense qu'il faut quand même qu'il s'appuie sur un certain nombre de bouleversements de nos institutions. Sinon, ce président qui se décrit comme un président réformiste ne le sera pas. Merci beaucoup Catherine Arnoux d'avoir répondu à nos questions en direct depuis le gymnase Jean Jaurès dans le 19e arrondissement de Paris. Merci Lucas pour cette interview. Je rebondis sur ce que disait notre invité à l'instant. Le fait que ce rapport Borloo soit remis au Premier ministre et non au président Rost, c'est un mauvais signe selon vous? Mais moi je voulais utiliser le mot choqué, mais c'est peut-être pas adapté. Mais en tout cas, j'ai été très surpris de voir la façon dont ça s'est fait. En plus, on dirait que ça s'est fait en catimini. Il est venu, il lui a donné le rapport, on a vu, il lui a serré la main. Matignon dit que c'est une question d'agenda, Emmanuel Macron revenant de sa visite d'État aux États-Unis. Eh bien, dans ce cas-là, on attend que le président de la République soit là et on remet le rapport dans les bonnes conditions. Même d'ailleurs, même avant. Moi j'ai fait partie de la commission Images des quartiers dans les médias. J'ai vu déjà la façon dont les choses ont été faites. Je peux vous dire, c'était pas extraordinaire. Vous demandez à tous les gens qui ont participé à ce groupe, ils vous diront les choses n'ont pas été de façon Pour quelle raison? C'était mal organisé? Déjà, on nous demande de fournir un travail en 2 mois sur un sujet qui est bien plus profond que ça. Maintenant, on en parle depuis tant d'années que les rapports, on les a malheureusement. Non, mais je suis d'accord. Non, mais là, on travaille avec des gens qui vivent les choses et on essaye d'apporter des solutions beaucoup plus adaptées plutôt que des palliatifs. Parce qu'à chaque fois, on prend les mêmes personnes. Et d'ailleurs, c'est mon inquiétude là actuellement. Moi, j'ai eu une longue discussion avec Jean-Louis Borloo avant la mise en place des commissions. J'ai trouvé qu'il avait une vraie vision, il a une connaissance du sujet, il avait mais des vraies ambitions. Maintenant, il faut voir est-ce que ces ambitions ressortent dans le rapport. Mais les gens qui pilotent les choses, je peux vous dire, là, il y a une bonne partie, ils en ont rien à faire. En tout cas, c'est ce que nous, on a constaté tous, même le jour où nous avons remis. Qui en a rien à faire? Mais la plupart des gens qui sont autour de Macron, qui gèrent ces problèmes-là, je trouve qu'il y a une dynamique aujourd'hui que le président lance. On avait un problème de lecture de sa politique. Aujourd'hui, on commence plus ou moins à voir certaines choses. Il y a des volontés, mais il faut que ces volontés-là soient accompagnées et puis avec les gens qui sont compétents dans le domaine et non pas des technocrates qui n'y connaissent rien et qui n'y comprennent rien. Mais d'ailleurs, c'est ce que dit Jean-Louis Borloo dans toutes les interviews qu'il fait depuis plusieurs heures. Les élites sont déconnectées de la réalité. Déconnectées à tel point qu'il veut mettre en place, parmi les propositions, il veut mettre en place une sorte de jury dans chaque quartier, un jury qui jugerait les élus locaux pour savoir si vraiment l'argent est bien dépensé. Juste un mot sur la façon dont le rapport est présenté et remis au Premier ministre. Effectivement, médiatiquement, en tout cas, c'est un mauvais début, parce que ça devait être remis à Emmanuel Macron. On dit que pour des raisons d'agenda, c'est remis au Premier ministre. La vraie, et on entend effectivement ce que dit Rost et beaucoup d'élus locaux, la vraie date, c'est en mai. Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron, le président de la République, qui décide de quasiment tout depuis 8 mois, va garder dans ce plan? Pour l'instant, on n'en est qu'à une étape. Va-t-il suivre le rapport Borloo? Va-t-il aller plus loin ou moins loin? C'est toute la question. Sur le point de la déconnexion des élites par rapport à ce qui se passe dans les quartiers, ce que je voudrais préciser, c'est que nous, en 2005, effectivement, on a lancé une association qui s'appelle Nos quartiers ont des talents, juste avant les émeutes des banlieues, où l'objectif, c'était de reconnecter le monde de l'entreprise avec les jeunes talentueux des quartiers, c'est-à-dire les jeunes qui vont très loin dans les études et qui sont
très loin du marché du travail parce qu'ils n'arrivent pas à trouver, parce qu'on ne les prend pas, parce qu'on parle de discrimination, etc. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un réseau qui aujourd'hui est le premier réseau inclusif d'entreprises associées à Pôle emploi pour accompagner les jeunes méritants des quartiers. Et ça fonctionne puisqu'aujourd'hui, on en a accompagné 40 000 avec un réseau de plus de 10 000 parrains et marraines bénévoles qui sont issus des entreprises. Et je peux vous dire une chose, c'est que c'est le meilleur moyen de reconnecter nos élites avec nos quartiers, avec ce qui se passe, avec la détresse de nos quartiers. C'est prenez des personnes qui sont dans nos entreprises, qui sont bénévoles, qui agissent par pure conviction et qui vont donner des heures et des heures de leur temps. L'année dernière, c'était 100 années hommes de parrainage qui ont été en fait partagées. Ça, c'est pour les plus méritants, mais Alors, ceux qui ont le moins de là, c'est pour les plus compétences. méritants. Ce qu'on a démontré, c'est que ça fonctionne quand on est dans une logique d'entraide. Le gouvernement ne peut pas tout faire. Il faut arrêter de penser que le gouvernement va lâcher des milliards. Revenons sur le rapport Borloo. Jean-Louis Borloo qui appelle à une mobilisation nationale d'urgence. On va faire le point sur les grandes lignes et les grands chantiers de ce rapport avec Catherine André. Un plan de réconciliation nationale pour les banlieues, selon les mots de Jean-Louis Borloo. 19 programmes pour 1500 quartiers en difficulté. Parmi ces 19 chantiers, des priorités de tout temps comme l'emploi. Alors que le taux de chômage dans les banlieues est presque 3 fois supérieur à la moyenne nationale, le plan préconise des recrutements massifs en alternance, en veillant à faire respecter l'obligation légale pour les entreprises. Il suggère aussi de créer 150 000 emplois francs, un dispositif qui permet à l'employeur de percevoir des aides s'il embauche en CDI. Autre chantier prioritaire pour Jean-Louis Borloo, relancer la rénovation urbaine, à l'arrêt selon lui depuis 4 ans, mais aussi investir massivement dans l'éducation. Un énorme travail sur l'école. Quand les populations et les Français sont en plus grande difficulté, qu'il y a des problèmes linguistiques, sociaux, culturels, évidemment qu'il ne faut pas seulement l'école, mais il faut une cité éducative autour de l'école. Lutter contre l'illettrisme, doubler le taux d'encadrement dans 8000 classes maternelles. Jean-Louis Borloo propose aussi de créer une académie des leaders, une école dédiée à l'élite des banlieues. Reste à savoir comment financer ce plan, évalué à 48 milliards d'euros. Il ne s'agit que de préconisations. La décision finale reviendra au président de la République. Créer une académie des leaders qui mènerait comme l'ENA au plus haut poste de la fonction publique, c'est une bonne idée, Rost? Alors moi, justement, ça fait partie des conversations que j'avais eues avec Jean-Louis Borloo avant la mise en place des commissions. Et il y tient ça. Il y tient parce que il pense C'était pas le sens de ma question. C'était vous. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Oui, mais justement, moi je pense que quelque part c'est une bonne idée. C'est une bonne idée parce que moi je vois le travail qu'on fait dans les quartiers, dans les écoles, avec les associations et les collectivités locales. Quand on intervient, je vois l'influence qu'on a sur ces gosses. Ils nous prennent pour des modèles. Ils ont besoin d'avoir des gens qui leur ressemblent, qui ont des parcours un peu comme les leurs, qui sont issus de leur environnement, qui ont pu faire des choses que les gens avaient condamnées déjà à l'échec et qui ont pu faire des choses et qui ont montré qu'aucun d'entre eux n'est condamné à l'échec. Et ça, c'est important. Et je trouve que ce point, qu'il est tenu à ce point jusqu'à aller au bout pour sa proposition, je pense que c'est une bonne chose. Renaud, vous êtes un peu plus sceptique sur cette académie des leaders. Je vais vous dire, je trouve que depuis tant d'années, on dépense plus, il faut le savoir, on dépense plus chaque année en France pour un élève du centre de Paris que pour un élève de banlieue. On dépense plus, alors que cet enfant est déjà né dans en général des milieux très privilégiés. Pourquoi? Parce qu'il a les meilleurs profs, il a les profs les plus âgés. En banlieue, on a les profs les plus jeunes qui, au départ. Donc, en termes d'éducation, je pense qu'il y a déjà tant à faire pour ceux qui n'ont pas, dès le plus jeune âge, les compétences, ou on va dire le talent. Je dirais, celui qui a facilement une mention bien ou très bien, on a déjà certains internats d'excellence, on a Sciences Po Paris ou d'autres Sciences Po qui ont fait ces filières-là. Je pense que la priorité, c'est pas de créer une nouvelle grande école qui favorise ces élèves doués, pour le coup, mais tous les autres. C'est pas l'ouverture, c'est pas pour les élèves qui sont forcément doués au départ.
justement, lui, il veut créer, il veut emmener des jeunes qui ne pensaient jamais à pouvoir... Ah ben, oui, mais, enfin, c'est quand même... en tout cas, c'est pas ce que j'ai compris des conversations que j'ai eues avec lui. Bon. Après, je peux me tromper. Moi, je pense qu'il faut plus détailler, puisque moi, j'ai pas lu effectivement le rapport sur ce point-là. Mais tout ce qui concourt en fait à créer de l'excellence pour mettre en fait les projecteurs sur les jeunes des quartiers, pour moi, c'est un plus. Alors, parce qu'il y a Sciences Po, il y a d'autres écoles, il y a les grandes écoles, et beaucoup de jeunes ne les connaissent pas, à la limite, elles n'y vont pas. Eh bien, celle-ci, au moins, elle sera visible dans les quartiers. Donc, voilà. Faisons connaître, pourquoi on crée, nous faisons connaître déjà celles qui existent. Mais c'est ce qu'on a, oui, c'est ce qu'on fait déjà. Mais c'est le boulot qui a déjà été fait. Alors ça, c'est le truc sur lequel moi, on peut quand même saluer cette partie de la politique de Nicolas Sarkozy à l'époque, sur les questions de diversité et la promotion justement de ces jeunes qui sont issus de ces quartiers. Je trouve que c'est la période où... C'est la période où on a le plus avancé sur ces questions-là. Et il y a des grandes écoles qui ont mis en place des choses. Je salue Richard Descoings, par exemple, avec qui on avait beaucoup travaillé, et puis Laurent Batch à Dauphine. Oui, mais c'est quelque chose. On va retourner aux États généraux de la politique de la ville. Lucas Agdela, vous êtes aux côtés du secrétaire d'État, Julien Denormandie. Oui, effectivement, Monsieur le Ministre, les élus des quartiers attendent beaucoup de ce rapport de Jean-Louis Borloo. Beaucoup disent même que c'est le rapport de la dernière chance. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire si vous comptez reprendre une grande partie des mesures de ce rapport? Écoutez, je veux d'abord saluer tout le travail qui a été fait, par Jean-Louis Borloo, le travail également qui a été fait par des associations, des élus locaux avec lesquels nous avons travaillé pendant près de 10 mois maintenant pour essayer de changer la donne. Alors ça veut dire quoi? C'est trouver de nouvelles solutions. Parce que vous savez, il y a un véritable problème dans les quartiers de la politique de la ville. Ça fait 40 ans qu'on déploie beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens, et pour autant aujourd'hui la situation n'est pas acceptable. Il faut le dire. Vous avez certains endroits, certains territoires où au final la République n'est pas suffisamment présente, où vous n'avez pas les mêmes droits que dans d'autres parties du territoire, où vous n'avez pas accès aux mêmes dispositifs de crèche, aux mêmes dispositifs d'hôpitaux, où vous avez une discrimination à l'emploi qui est juste intolérable. Ça c'est pour le constat, pour les mesures. Et alors le gouvernement travaille depuis maintenant de longs mois. On a déjà fait beaucoup de choses, de la mobilisation pour les écoles avec un doublement des classes, la mobilisation pour la sécurité, la mobilisation pour la rénovation urbaine où on a doublé, on met 10 milliards d'euros. Mais en même temps, on a désiré travailler avec Jean-Louis Borloo, avec ses élus locaux qui proposent d'autres choses, qui proposent d'autres actions que nous pouvons prendre. Alors maintenant, aujourd'hui c'est la restitution. Pendant 2 à 3 semaines, on va analyser ce rapport. On va continuer à discuter avec Jean-Louis Borloo. Mais vous savez, Jean-Louis Borloo était localisé dans nos bureaux. On a travaillé tous les jours avec lui. Mais on va poursuivre les discussions. Les associations, les élus locaux vont également émettre leur avis sur ce rapport. Et d'ici la mi-mai, le président de la République s'exprimera pour donner ce nouveau cap de la politique de la ville, pour au final porter des mesures fortes et remettre la République au cœur des quartiers. C'est ça l'enjeu. Et on ne lâchera rien, on a une très forte détermination. Le rapport de Jean-Louis Borloo, il devait être remis initialement au président de la République. Finalement, il a été remis au Premier ministre. Pourquoi? Est-ce que ça montre que finalement le président de la République s'intéresse moins à ces questions? Non, vous savez, moi, le président de la République, je le connais depuis longtemps. Ça fait très longtemps que je travaille avec lui. Quand il était ministre de l'économie, on a déjà énormément œuvré en faveur des quartiers pour donner accès à plus d'emplois aux jeunes dans les quartiers. Le président de la République, il est totalement déterminé pour remettre la République au centre de ces quartiers. Il a eu un discours très fort à Tourcoing à la mi-novembre. C'est avec lui que ce rapport a été demandé à Jean-Louis Borloo. Ne voyez rien dans le fait que le rapport ait été remis au Premier ministre et non au président de la République. Les deux, le président de la République, le Premier ministre et tout le gouvernement sont entièrement tournés vers ce sujet parce que les quartiers, c'est pas l'histoire des quartiers. Les quartiers, c'est l'histoire de toute la République. Et aujourd'hui, il faut trouver et mettre en place justement ces mesures fortes pour améliorer la situation. Alors ce plan, il propose d'injecter 48 milliards d'euros dans les quartiers progressivement, dont 5 milliards bloqués tout de suite à la Caisse des dépôts et consignations, justement pour aider les quartiers à effectuer ces transformations les plus urgentes. Est-ce que vous pouvez nous dire tout de suite que l'État va effectivement remettre de l'argent, accompagner ces quartiers? C'est typiquement l'un des sujets sur lequel on va travailler dans les prochaines semaines. Il y a déjà beaucoup d'argent qui est mis. La question n'est pas qu'une question financière. La question est aussi la question de l'emploi
de ces financements. Aujourd'hui, je vous donne un exemple très concret, il y a beaucoup d'argent qui est mis sur la rénovation urbaine et pour autant, quand vous allez dans les quartiers, il n'y a pas les grues. Aujourd'hui, vous avez certains projets qui sont arrêtés, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent mais qui n'est pas suffisamment utilisé. Et donc notre boulot, c'est effectivement de débloquer des fonds, mais c'est aussi de faire en sorte, une fois que les fonds sont débloqués, que les projets avancent. Et là aussi, il y a des propositions, on a beaucoup travaillé avec Jean-Louis Borloo, qui est le père fondateur de cette rénovation urbaine, pour trouver des moyens d'améliorer et de faire en sorte que les grues reviennent dans les quartiers dès maintenant, que les projets repartent. Parce que l'enjeu, il est là. C'est un enjeu de mobilité, un enjeu de rénovation urbaine, un enjeu de sécurité, un enjeu d'accès à l'emploi. Et donc, encore une fois, il y a une question d'argent. On abordera le sujet, on met déjà beaucoup d'argent et on continuera. Mais il y a aussi une question de l'emploi de ces fonds qui est très importante. Juste pour finir, Stéphane Gatignon, l'ancien maire de Sevran, a démissionné justement parce qu'il dénonçait le mépris de l'État vis-à-vis des élus de quartier. Qu'est-ce que vous lui répondez? Vous lui répondez que maintenant, il va y avoir une meilleure écoute, maintenant, ça va changer? Vous savez, Stéphane Gatignon, moi je salue l'action qu'il a eue pendant de nombreuses années à la mairie de Sevran. C'est quelqu'un que je connais bien, avec qui j'ai travaillé. Je suis allé à Sevran il y a quelques mois, je l'ai reçu il y a quelques semaines pour porter des projets structurants pour la ville, des projets d'aménagement, des projets de développement économique. Sa décision, que je respecte bien entendu, sa décision, elle résulte aussi d'années et d'années de combats où il n'a pas senti forcément un gouvernement à l'écoute. Bon, aujourd'hui, moi ce que je dis, c'est que le gouvernement il est pleinement mobilisé, le gouvernement a déjà pris des mesures fortes, continuera à le faire, le gouvernement est en mode projet. Typiquement, quand vous prenez la ville de Sevran, il y a des projets structurants. J'ai déjà commencé à en discuter avec lui. L'idée, c'est de continuer, de mettre en œuvre ces projets. Bref, le gouvernement, il a un seul objectif, défini par le président de la République, c'est remettre la République au centre des quartiers. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'avoir répondu à nos questions en direct sur LCI. Merci, Lucas. Alors, l'une des propositions du rapport Borloo, c'est de créer 150 000 emplois francs. Ça n'a pas marché sous François Hollande. Comment faire pour que ça marche aujourd'hui? Alors, ça a été simplifié. Moi, je pense que c'était le premier point. Hein. C'est déjà en place. C'est simplifié. C'est ouvert à toutes les tranches d'âge, quelle que soit la qualification. Donc, espérons que ça fonctionne, au moins cette fois-ci. Comment inciter les entreprises à s'installer dans les banlieues? Comment les inciter aussi à embaucher des jeunes des banlieues? De manière simple, en fait, en faisant en sorte de réduire le fossé qu'il y a entre l'entreprise et puis les jeunes. Nous, on est parti du principe que le meilleur moyen, c'est de créer une vraie relation humaine entre ces jeunes qui cherchent un emploi, puisque c'est ça le vrai sujet, c'est comment je trouve un emploi alors que je suis issu d'un quartier difficile et que je n'ai pas de réseau. Et c'est ça le problème endémique. Donc, c'est créer ces liens, non pas via l'entreprise en direct, mais via les personnes qui travaillent dans ces entreprises. Et en un mot, sanctionner les entreprises qui ne recrutent pas assez d'apprentis issus des banlieues, ce serait une bonne idée, ce serait une bonne solution? Je dirais, moi je suis toujours partant plutôt d'une méthode en fait plutôt répressive, mais plutôt préventive. Donc non, ça c'est facile, on tape et puis on donne un exemple. Non, il faut réussir en masse. Et pour réussir en masse, il faut mobiliser les entreprises en masse. Vous savez, en fait, il y a un point qu'il faut avoir en tête, c'est que il y a un nombre d'entreprises, mais qui est phénoménal, qui cherchent en fait des personnes qui ne trouvent pas, parce qu'en fait, on parle souvent les jeunes voient les grandes entreprises, elles ont peu d'emplois, peu de jobs. Mais actuellement, c'est l'inverse. Il y a des problèmes de recrutement. Et là, il y a des problèmes de recrutement. En fait, il faut connecter les deux mondes, et le meilleur moyen de connecter les deux mondes, en fait, c'est effectivement de faire en sorte que les entreprises soient représentées. Nous, on a lancé un système de parrainage et de coaching, et c'est de ce dont je parlais, et ça marche. Ça marche parce que... Ce sont des nouvelles solutions qu'il n'y avait pas il y a 15 ans. Ça marche, et c'est réellement le vrai pilier, je dirais, de la politique de la ville. Et comment, en fait, en s'appuyant sur ces cadres qui sont expérimentés, qui ont des réseaux et qui vont bénévolement donner de leur temps. Et ça donne des résultats excessivement concrets. Je le rappelais tout à l'heure, on a accompagné 40 000 jeunes en 10 ans et il y a 80% d'entre eux qui ont trouvé un emploi à la hauteur de leur diplôme. Le rapport Borloo propose aussi de créer des maisons Marianne en bas des immeubles pour les femmes qui s'impliquent. Vous en pensez quoi, Rost?
Écoutez, vous avez beaucoup de maires qui s'impliquent, contrairement à cette image que la plupart des médias montrent en disant que les parents ont démissionné, tout ça, mais vous avez quand même énormément de femmes qui s'impliquent, qui sont là, et qui ont d'ailleurs une grosse influence sur beaucoup de ces jeunes-là. Donc, tout qui peut permettre, qui peut favoriser tout ça, et, vous savez, le chantier est tellement énorme que les solutions, il faut les essayer. Ouais. Voilà. Alors, autre solution, déployer 500 correspondants de nuit, en plus des renforts de police, ça peut vraiment faire baisser la délinquance dans certaines zones dites de non-droit. Vous savez, quand la République reprendra en tout cas ses devoirs et ses obligations à l'égard de ses habitants comme elle le fait à l'égard de d'autres, eh ben, je pense que ces problèmes de délinquance, ils se réduiront au fur et à mesure. Quand vous avez 3 fois plus de chômage dans un endroit qu'ailleurs, vous avez plus de chances, effectivement, qu'il y ait plus de délinquance, parce qu'il y a la débrouillardise. Effectivement, vous prenez... Mais d'ailleurs, on parle souvent des banlieues, mais moi, même les gens qui vivent, je discute avec des fois des gens qui vivent dans les zones rurales, les jeunes qui vivent là-bas, ils ont les mêmes malaises, ils vivent les mêmes malaises. Donc, il faut un moment qu'on apporte des solutions, c'est parce que la situation exige qu'il y ait des solutions fortes. Aujourd'hui, il faut apporter ces solutions fortes. Jean-Louis Borloo met en garde contre un nouvel apartheid. Manuel Valls avait déjà employé ce terme. On en est vraiment là ? C'est-à-dire que l'apartheid, il y avait eu une polémique à l'époque, parce que l'apartheid, c'est vraiment un système d'État en Afrique du Sud qui volontairement séparait les gens. Ce n'est pas le cas en France. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a effectivement des mécanismes à l'œuvre, depuis des décennies en France, qui font de la relégation, de population dans des quartiers où effectivement sont concentrés tous les problèmes. Donc, apartheid ou pas apartheid, le problème, de toute façon, il est là. C'est-à-dire qu'on a effectivement, et là où, dernier mot, là où Manuel Valls avait frappé un gros point sur la table, c'est que on peut dire que depuis 30 ou 40 ans, et on va voir cette fois-ci, après les propos de Julien de Normandie, ce que fait Emmanuel Macron au mois de mai, mais la classe politique française n'agit pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'il y a des taux de vote qui sont très faibles dans ces banlieues. Il y a 6 millions de Français qui vivent dans les banlieues, mais en gros, ça ne rapporte pas beaucoup de voix. Excusez-moi de le dire comme ça. Mais donc, il y a beaucoup d'élus. Mais il y a beaucoup d'élus qui ne se sont pas occupés de ces quartiers parce qu'il n'y avait pas un vrai enjeu. On va écouter un autre élu aux États généraux de la politique de la ville, Lucas Ajdela. Vous êtes aux côtés de Francis Choix, maire d'Evry. Oui, effectivement, je suis avec Francis Choix qui est maire d'Evry. Vous avez pris connaissance du rapport de Jean-Louis Borloo. Vous nous disiez qu'il était plutôt positif, qu'il allait dans le bon sens. Est-ce qu'il pourrait faire encore plus déjà ce rapport? Il faudra déjà qu'il fasse ce qui est annoncé, mais surtout ce que je retiens, c'est le niveau auquel il a situé les 19 programmes d'action qu'il propose. C'est ni plus ni moins que l'ambition de la réconciliation nationale. Ça veut dire en clair qu'il s'agit de faire en sorte que dans ces territoires, il n'y ait plus un seul de ces territoires échappe à la République et à ses valeurs fondamentales. À partir de là, il faut fixer évidemment les objectifs à la hauteur de cette ambition. Mais fixer cette ambition-là, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait nouveau. Avec Manuel Valls, j'ai souvent parlé d'apartheid social et territorial dans ces quartiers. Mais il s'agit maintenant de se retrousser les manches et d'avancer. Vous êtes un proche de Manuel Valls qui a rejoint le groupe de La République En Marche. Est-ce que maintenant, du coup, vous espérez que ce plan Jean-Louis Borloo, justement, va être repris en très grande partie par le gouvernement? Qu'est-ce que vous demandez au président? Franchement, ça n'a pas grand-chose à voir avec la question de La République En Marche et de l'appartenance au groupe majoritaire. C'est tout simplement un problème de responsabilité. On ne peut pas fixer une telle ambition et faire en sorte que ce rapport, comme d'autres précédemment, finisse par prendre la poussière sur le coin d'une armoire. Il y a une obligation de résultat maintenant. Le président de la République a demandé à Emmanuel Macron de reprendre du service sur ces questions parce qu'il a une expérience et il a une capacité de rassemblement importante. Donc il est hors de question de s'arrêter en chemin. Moi je crois, vous savez, franchement, si on essaye de simplifier,
il y a une réalité simple. Il doit y avoir, à côté du bloc communal, des communes et des intercommunalités organisées, qui doivent avoir les capacités d'initiative, un État qui soit lui-même organisé avec des partenaires, la Caisse des dépôts, les bailleurs, les partenaires sociaux, les acteurs associatifs, en se fixant des objectifs. Et beaucoup des objectifs que Jean-Louis Borloo avance sont déjà ici ou là mis en œuvre. 200 campus numériques à l'échelle de la France. Nous avons déjà, nous, ouvert 3 écoles du numérique sur notre territoire en moins d'1 an, et ça marche. Donc la question, c'est pas la capacité d'initiative, c'est une organisation et surtout une volonté politique. Merci beaucoup Francis Chouat d'avoir répondu à nos questions en direct sur LCI. Merci Lucas Ross, vous vouliez réagir sur les termes d'apartheid, de ghetto. Mais oui, mais parce que moi j'avais trouvé, quand Manuel Valls avait utilisé ce mot, il y a énormément de gens qui lui sont tombés dessus, et il avait raison, parce qu'il y a une ségrégation de toute façon qui est faite. Et c'est pas faire de la victimisation que d'en parler. Lorsque nous, qui vivons les choses, on en parle, on nous dit qu'on fait de la victimisation. Après, vous avez d'autres personnes qui en parlent. Vous avez eu le bouquin, par exemple, de la journaliste du Monde qui a publié Raphaël Baquet, qui parlait exactement des mêmes choses. C'est des choses qu'on dénonce depuis très longtemps. Oui, il y a un problème, il faut qu'on l'accepte et qu'on trouve des solutions. C'est dans l'intérêt de tout le monde et de la République, de la stabilité, de la cohésion sociale. Yazid Chir. Moi, de mon côté, en fait, ce que je disais tout à l'heure, reconnectons nos élites et reconnectons, en fait, finalement, la population française avec les quartiers. Parce que c'est bien beau, effectivement, de dire c'est les ghettos, il y a des problèmes dans les quartiers. Eh bien, moi je dis chiche. Mais les élites, toutes les personnes. Vous sentez chez Emmanuel Macron et ce gouvernement des nouvelles élites plus. Eh bien, nous, c'est ce qu'on leur demande. C'est ce qu'on leur dit. On leur dit, écoutez, parrainez un jeune des quartiers, donnez de votre temps. Et vous avez réussi dans la société, rendez un petit peu de ce que la société vous a donné, en donnant non pas de l'argent, mais en donnant de votre temps. Et en fait, c'est ça qu'il faut lancer. Il faut lancer un grand mouvement d'entraide nationale pour que tous ceux qui sont en poste, tous ceux qui ont un job, tous ceux qui ont des réseaux, tout cela, en fait, s'engage chacun à prendre un jeune des quartiers en parrainage. Il nous reste 30 secondes. On l'a dit, le rapport Borloo est maintenant entre les mains d'Édouard Philippe et d'Emmanuel Macron. Si vous aviez le président de la République devant vous, Rost, que lui diriez-vous sur les banlieues ? Je voudrais voir qui sont les gens qui vont porter ce projet et qui vont l'emmener jusqu'au bout. Vous lui diriez, c'est le plan de la dernière chance ? Quelque part, c'est un peu ça. Il y a urgence. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, on a cette possibilité, c'est la silver economy. Aux États-Unis, ça marche énormément. Les gens s'engagent dans plein d'associations. Il faut aider les associations. Et le dernier point, pour moi, qui serait, à mon sens, le véritable Big Bang. En France, il y a plus d'1 million d'associations, il y a plus de 20 millions de personnes qui sont bénévoles. Et c'est des personnes qui ont une énergie monumentale à donner, et les associations ont tous les problèmes du monde pour se financer. Ouais. Il faudrait financer les associations comme des start-up. Aider les associations en les finançant comme des start-up. Vous avez mis le doigt sur un problème très important. Il n'y a pas actuellement au gouvernement un visage pour porter le plan Jean-Louis Borloo. Il y a eu Jean-Louis Borloo autrefois, on sait qu'il ne veut plus être ministre, c'est plus d'actualité. Il faut, dans l'équipe ministérielle, une personnalité pour mettre en place tout ça. Ce ne sera pas Jacques Mézard, ce ne sera pas Julien Normandie qui s'occupe de la réforme logement. Donc peut-être que Emmanuel Macron a une idée en tête. En tout cas, c'est urgent. Personne ne porte ce projet au gouvernement. Réponse dans les prochaines semaines. Merci à vous trois d'avoir participé à ce débat. Dans quelques minutes, un nouveau journal sur LCI. Regarde.